juste un chiffre, on est numéro 2 mondial du burn-out. Et 10% de tes auditeurs et auditrices vont faire un burn-out. Ça fout la patate, hein. Il y a une expression que je supporte pas, ce sont les gens qui vont t'expliquer qu'il y a un bon stress. C'est pas vrai, il n'y a pas de bon stress. Et c'est marrant parce que je commence à revoir enfin des gens dire, mais c'est vrai que par exemple pour un grand nombre de métiers, l'arrivée de l'intelligence artificielle va permettre de faire de tels gains de productivité que la semaine des 4 jours n'est pas une aberration économique. Et je parle de la semaine de 4 jours à 32 heures, pas à 35. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Que l'on soit employé, manager ou entrepreneur, on passe le plus clair de notre temps au boulot et la qualité de cet environnement de travail a une influence énorme sur d'autres aspects de notre vie et dans nos investissements également. Je m'en suis rendu compte quand j'ai bataillé pour décrocher une promotion que je pensais mériter, c'était il y a 4-5 ans maintenant. Elle a tardé à venir et j'ai passé 2 années assez misérables. La première à attendre cette promotion et à travailler comme un fou pour l'atteindre. Et la deuxième, quand je ne l'ai pas eu au moment où je le pensais, à me complaindre toujours de pourquoi je ne l'ai pas eu et rester dans cette sorte de mentalité de victime démotivée. Une perte de temps quand on imagine que j'aurais pu orienter mon énergie de manière bien plus constructive et notamment me pencher plutôt sur la création de mon patrimoine. Il est futile de chercher à construire un patrimoine sans au préalable conditionner son environnement, assainir ses sources de stress au quotidien. Or, en France, c'est le pays où on fait le plus de burn-out, où le mal-être au travail est le plus présent. C'est quelque chose qu'on va découvrir dans l'interview d'aujourd'hui. Alors, comment renverser cette tendance et, à notre échelle, trouver le bien-être dans notre environnement de travail? C'est la réflexion que j'ai voulu avoir avec Gaël Châtelain-Berry, notre invité du jour. Gaël est l'auteur de 14 livres sur le management, conférencier en entreprise. Il partage ses conseils pour améliorer les conditions de travail et le bien-être des employés au travers d'un blog, d'une forte présence sur LinkedIn avec plus de 240 000 abonnés et d'un podcast Happy Work que je t'invite vivement à découvrir. Autant dire qu'il connaît son sujet. Au cours de la conversation, on verra quels sont les leviers pour améliorer le bien-être au travail, comment gérer les conflits et éliminer la boule au ventre du dimanche soir, quels sont les signaux faibles qu'il faut écouter pour se prémunir d'un burn-out, comment améliorer sa productivité via l'IA et que faire avec le temps gagné. Autant de pistes qui t'aideront, je l'espère, à devenir un acteur majeur de ton bien-être au travail et par là même de tes projets entrepreneuriaux et d'investissement. Avec rigueur et sympathie, ce podcast vous ouvre ses horizons nouveaux en cherchant toujours l'équilibre entre renforcement du patrimoine et la vie personnelle. C'est le commentaire 5 étoiles qu'Adrien nous a envoyé sur Apple Podcast cette semaine. Un grand merci à toi, Adrien, je n'aurais pas pu mieux décrire l'essence du podcast. Si toi aussi tu souhaites m'aider à hisser ce podcast dans le plus haut des classements et me motiver à te donner toujours le meilleur contenu, n'hésite pas à contribuer au travers d'un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je serai très heureux de pouvoir te saluer sur un prochain épisode. Allez, sur ce, partons à la recherche du bien-être au travail avec Gaël. C'est parti. Salut Gaël, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco. Merci beaucoup d'être là et pour parler de bien-être du travail. C'est un thème qui est proche à ton cœur. Et juste pour donner un peu de contexte, je t'avais entendu un petit peu parler lors de l'approche, mais en fait on est nous une communauté un peu d'investisseurs apprentis, des gens qui veulent construire un peu un patrimoine, alors qu'ils auront à côté un job à plein temps, une vie de famille, etc. Et forcément, le travail, les conditions de travail, c'est part très très important dans la vie de chacun d'entre nous. Et donc, c'est bien de pouvoir aussi être un expert, pas forcément des finances, tu vois, mais aussi de améliorer ses conditions de travail pour se donner les moyens de réussir justement là-dedans. Donc, je suis très content qu'on parle de ça aujourd'hui. Peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis Gaël Châtelain-Berry, j'ai été en entreprise pendant 20 ans, mais depuis bientôt 10 ans, j'écris des livres, j'en ai écrit 14 autour du management, du bien-être au travail, des romans aussi. Je suis l'heureux créateur du concept de management bienveillant. Je suis influenceur LinkedIn, j'ai un podcast qui s'appelle Happy Work. Je fais beaucoup de conférences, histoire d'essayer de faire en sorte qu'on vive mieux son travail au quotidien. Et tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé justement à là et toi ton parcours
peut-être personnelle jusqu'à justement cette création de contenu autour de ce thème-là, en fait. Comment tu es arrivé? Parce qu'en fait, après mes 20 ans en entreprise, je faisais le constat que, en termes de management, on n'était pas forcément au top. Et deux, il y a ce paradoxe qu'on est quand même dans un pays où tout va bien, dans l'absolu. Si on compare au reste du monde, bien sûr, il y a encore des choses à améliorer. Et pour autant, on fait partie des pays où le mal-être au travail est le plus important. Donc, je me suis dit que je pouvais peut-être amener ma pierre à l'édifice pour faire en sorte que les gens aillent un peu mieux. Donc, c'est le pur constat que le mal-être au travail en France, c'est absolument gigantesque. Par exemple, juste un chiffre, on est numéro 2 mondial du burn-out. Et 10% de tes auditeurs et auditrices vont faire un burn-out. Ça fout la patate, hein? Ouais, ça met bien la pêche, ouais. C'est clair. Alors, quand tu dis Happy Work, tu le dis avec un léger accent nord-américain qui me faisait penser que peut-être tu avais eu un parcours international pour alimenter. J'ai effectivement eu un gros parcours international et j'ai aussi été marié pendant plus de 10 ans avec une Américaine. Donc, c'est pour ça que je dis pas Happy Work, mais je dis Happy Work. C'est pour ça. Ça fait toute la différence, n'empêche. D'accord. Ok. Et d'ailleurs, enfin, ça fait aussi partie j'imagine, de ce qui alimente aussi tes réflexions. C'est pas seulement avec le spectre franco-français que tu regardes tout ça, mais aussi de ce qui se passe notamment à l'étranger Alors, effectivement, mais les études, bien souvent, sont internationales. Donc, il y a des datas qui viennent d'un peu partout. Et on fait le constat très très souvent que ouais, on a beaucoup de progrès à faire en France. C'est pour ça que je continue. Est-ce qu'on peut justement, parce que enfin là on est sorti du Covid, il y a eu énormément quand même on est sorti un petit moment déjà. On est plutôt justement se poser la question est-ce qu'on revient comme avant, etc. Il y a aussi avant le Covid, je sais pas si tu te souviens, cette idée de la grande démission avec les gens qui voilà et peut-être la flip en fait, la peur de la part des managers que finalement trouver un travail c'est pas le truc le plus prisé. Est-ce que on peut faire juste pour démarrer la conversation justement un peu de contexte au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui du monde du travail de manière générale, en fait, s'il y a des tendances de fond qui restent ou si c'est beaucoup d'effets de mode et d'effets d'annonce et qui là on revient de là c'était avant, quoi. En fait, ce qu'il faut retenir au-delà de la pandémie et les changements que ça a fait sur les entreprises et notamment avec l'avènement du télétravail, enfin, c'est pas ça le plus grand changement en France. Le plus grand changement, c'est que sur un grand nombre de catégories socio-professionnelles, on parle de plein emploi. Et donc, il y a une énorme pression sur les entreprises pour recruter. Avant, c'était aux candidats de séduire les entreprises. Maintenant, c'est l'inverse. Il n'y a pas une boîte qui galère pas pour recruter. Et donc, elle commence à s'intéresser vraiment très fortement, à donner du sens au travail, à s'intéresser aux salariés, alors que moi, je fais partie de la génération qui a connu quand même des taux de chômage à 2 chiffres. Et où c'était compliqué. Ma génération a pu entendre cette phrase, si t'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. Maintenant, c'est plutôt la phrase inverse que les managers entendent et que les dirigeants et dirigeantes entendent. C'est si tu me reparles encore une fois comme ça, il y en a 10 qui veulent me recruter. Donc, ce qui impacte énormément la façon dont les entreprises traitent leurs salariés. Donc, pour toi, le vrai changement de fond, il est en fait vraiment sur le déséquilibre en termes off-demand c'est pas un déséquilibre, c'est la France qui était en déséquilibre depuis les années 80, avec des taux de chômage qui étaient les plus élevés d'Europe. Donc on revient fondamentalement à une normalité. La richesse d'une entreprise, c'est pas l'entreprise elle-même, ce sont les hommes qui la composent, les hommes et les femmes qui la composent. Donc on revient à une forme de logique et on peut revenir aux théoriciens du XVIIIe siècle, Adam Smith, on peut revenir à plein de choses où juste en France on avait oublié que sans êtres humains, il n'y a pas d'entreprise. Ouais. Et donc, il faut en prendre soin. Et donc, dans on va dire ton quotidien de rapprocher finalement, faire comprendre en fait entre les managers et les employés, tu sens que il y a là où il y avait peut-être plus de besoins du côté de l'employé, il y a autant de besoins maintenant aussi du côté ou de questions du côté du manager. Je sais pas s'il y a des questions, en tout cas, il y a une obligation. C'est terriblement cynique ce que je dis, mais c'est vrai. C'est les entreprises n'ont juste pas le choix et les managers, s'ils s'adaptent pas, les gens partent. Même dans des grands groupes, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent un boulot, un CDI et qui vont démissionner pendant leur période d'essai parce que ça leur convient pas. Ça aurait été inimaginable il y a 10-15 ans. Inimaginable. Maintenant, c'est une réalité. Il faut que
le salarié se sente bien dans son entreprise. Ça semble dingue de dire que c'est une nouveauté, ça semble juste dingue. Parce que il suffit que tu ailles en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, en Suède, j'en parle même pas. Ça fait des décennies que c'est comme ça. En France, on le découvre. J'ai envie de dire tant mieux pour les salariés. Et tu disais avant justement que ce qui t'avait intéressé au sujet, c'était la différence entre l'apparent, le parent de bien-être en fait, que tout va bien en France, et le mal-être réellement qu'il y a en dessous en fait. Et avec le burn-out que tu disais, le classement qu'on était second, ça c'est quelque chose que t'expliques comment, et est-ce que ça change en fait en ce moment? Bah, ça c'est compliqué à dire. C'est quand tu penses que, par exemple, la qualité de vie au travail, la QVT, il aura fallu attendre 2008 et la vague de suicides chez Renault et France Télécom pour que la France s'intéresse à ce sujet, alors que tous les autres pays, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'ils s'en occupaient. Je crois qu'en France, dans les entreprises, on attend les crises pour réagir. On est incapable d'anticiper. Et ça, est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est... je sais pas comment expliquer à quoi c'est dû, mais c'est un fait. On est quasiment jamais en France dans l'anticipation. Il faut qu'il y ait une crise pour qu'on bouge. Et c'est vrai de beaucoup de choses. C'est vrai de nos lois et c'est vrai de ce qui se passe en entreprise. Il aura fallu une pandémie pour que le télétravail, enfin, on s'y intéresse. Il aura fallu qu'il y ait le plein emploi pour certaines catégories, pour que on s'occupe du bien-être des gens, pour qu'ils restent dans les boîtes. Bref, on n'anticipe jamais. Alors peut-être que ça va changer. J'espère que ça va changer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça change ou pas, et il y a une grosse partie, et c'est ce que tu prends dans ton podcast, je crois, qui peut être prise en charge de façon, en fait, à l'initiative de chaque individu, de faire en sorte de pouvoir contrôler, améliorer en tout cas son bien-être dans sa situation. Tout à fait. C'est certes, c'est encore mieux quand c'est l'entreprise qui s'en occupe un petit peu et qui forme les gens à ça. Mais chacun individuellement, on peut agir sur notre bien-être, ne serait-ce que, par exemple, en dormant mieux, en faisant un peu de sport, en essayant de pas regarder ses emails dès le réveil ou pendant le week-end ou pendant les vacances. Bref, d'apprendre à déconnecter, à faire une vraie rupture entre la vie pro et la vie perso. Donc oui, bien sûr, on a un impact individuel qui est loin d'être négligeable. C'est sur ces curseurs, enfin ces leviers qu'on peut actionner pour améliorer son bien-être, et tu en vois beaucoup, tu en parles pas mal aussi. C'est quoi peut-être les principaux que tu vois qui sont peut-être qui ont un impact assez direct directement avec le... Alors, le principal très clairement, c'est d'arrêter d'être hyper connecté en permanence, c'est d'avoir des phases de déconnexion du travail, notamment le week-end, à minima le week-end, parce qu'en fait, enfin voilà, moi j'alerte vraiment sur ce pourcentage de plus de 10% des salariés qui font un burn-out. Le burn-out, c'est pas un truc qu'on chope comme le Covid ou la grippe, sont les gens qui travaillent le plus, qui font des burn-out, les plus impliqués, les plus motivés. Et donc, pour éviter un burn-out, il faut savoir déconnecter. Vraiment avoir une vie perso qui soit pas connectée à son travail. La deuxième chose, c'est d'essayer d'être attentif aux signaux faibles. Et un des premiers signaux faibles, c'est d'être fatigué tous les matins. Dans mes conférences, très souvent, quand je pose la question qui est fatigué en se réveillant le matin, quasiment tout le monde lève la main. Parce que maintenant, pour les gens, c'est une forme de normalité. Puis on attend le week-end avec impatience en se disant je pourrais faire une grasse mat. C'est pas une normalité d'être fatigué le matin. C'est plus ça va, plus on perd du sommeil. Moins on dort. Mais c'est un choix. Et si on est fatigué le matin et qu'on se réveille au joyeux son de notre smartphone tous les matins, c'est pas normal. On devrait se réveiller le matin naturellement. Il faut que ça soit notre corps qui envoie le message au cerveau. C'est bon, je suis reposé. Tu peux te lever. Donc voilà, ce sont des signaux faibles auxquels il faut être attentif et qui sont pas très compliqués dans l'absolu. C'est se coucher plus tôt, oui. Ça peut ne pas faire rêver, mais ensuite c'est le choix entre ça et faire un burn-out. Ouais, entre les deux quand même. Ouais, le choix est vite fait quoi. Est-ce que ça s'auto-alimente pas aussi, tu vois, parce que tu te dis quand t'es fatigué le matin, c'est parce que t'as pas assez bien dormi la veille, mais est-ce que t'as pas assez bien dormi la veille parce que t'étais fatigué l'avant-veille et du coup ton stress a augmenté, tu vois? Ouais, se coucher plus tôt, c'est pas une question d'auto-alimentation, c'est une question de choix. C'est de se dire, au lieu de regarder l'amour est dans le pré, je vais dormir. C'est vraiment une question de choix.
quand j'en parle souvent dans mes conférences, les gens vont dire oui, mais on peut pas. Je fais, mais pourquoi? Puis bien souvent, il n'y a pas d'argument, il n'y a pas d'autre argument que le côté j'ai envie de regarder la télé, j'ai envie de regarder ma série, j'ai envie de faire telle ou telle chose. Ok, ça s'entend. Mais tout ça, si jamais les personnes font un burn-out, ils ne pourront plus le faire. Donc, faut vraiment prioriser. La santé mentale est quelque chose d'absolument essentiel. Ouais, c'est le principal. C'est la principale raison du burn-out de toute façon. Ah oui. Ouais, donc ça c'est l'intégrité physique, hein, clairement, dans la qualité de vie, dans le bien-être en tout cas, qui est dont tu parles là, qui est peut-être le numéro 1 parce que voilà, sans ça il n'y a rien qui marche à côté. Est-ce qu'on a passé cette étape quand même et qu'on a amélioré les choses de ce point de vue-là? Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres peut-être obstacles qu'on rencontre et qu'on pourrait actionner pour améliorer sa qualité de vie au boulot en fait? Très franchement, déjà en commençant par ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, sur le bien-être, il y a plein de bien-être. En fait, il y a 4 piliers au bien-être. Il y a le bien-être psychologique, le bien-être physique, le bien-être social et le bien-être émotionnel. Le fait de se connecter à ses émotions, de savoir gérer son stress, d'admettre qu'on est stressé. Il y a une expression que je supporte pas, ce sont les gens qui vont t'expliquer qu'il y a un bon stress. C'est pas vrai, il n'y a pas de bon stress. On peut très bien être très détendu dans nos métiers. On est rare quand même à avoir des métiers où on sauve des vies tous les jours. Très franchement. Donc juste admettre que tout ça n'est qu'un travail, qu'il n'y a rien de grave, que même si j'ai raté mon contrat là, est-ce que c'est la fin de ma vie? Non. J'ai le droit d'être triste? Ouais, ok, j'ai le droit d'être déçu. Mais pour autant, me faire gueuler dessus par mon manager, ou si jamais je suis manager et quelqu'un dans mon équipe a raté le contrat, est-ce que ça vaut le coup de lui gueuler dessus et de le traiter d'abruti? Non. Bref, il y a toute cette connexion aux émotions, de relativiser l'importance de son travail, de mettre tout ça à sa juste place. La seule chose fondamentale, c'est nous. Nous, en tant qu'êtres humains, avec notre santé physique, notre santé psychologique, et que tout ça n'a pas de prix. Enfin, ces deux santé-là n'ont absolument pas de prix, et rien ne doit passer devant, et certainement pas notre vie professionnelle. Et je crois que c'est vraiment une prise de conscience et de réussir à prendre cette distance pour se connecter à ses émotions, pour savoir les gérer, pour savoir admettre. Parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent non, mais moi, jamais je ferai un burn-out. Super, t'es Superman en fait. Personne n'est à l'abri d'un burn-out. Absolument personne. Mais le problème, c'est que comme c'est un tabou, c'est un petit peu honteux de faire un burn-out. Les gens n'osent pas trop en parler, mais peut-être parce que aussi les entreprises n'osent pas trop en parler. Parce que la responsabilité des entreprises est énorme dans le burn-out. Absolument énorme. Là, il y a une étude que Fiverr a sortie, c'était lundi. 85% des salariés ont déclaré avoir déjà ressenti des prémices de burn-out. Enfin, on est sur des trucs majeurs, on n'est pas... Et si je devais me mettre d'un côté cynique et d'un côté entreprise, le burn-out, ça coûte très cher à une entreprise. Un salarié en burn-out, il peut plus travailler et puis il va peut-être être arrêté pendant des mois entiers, parce qu'on guérit pas en une semaine d'un burn-out. Faut vraiment prendre le temps. Donc tout le monde, y compris l'entreprise, a intérêt à prendre soin de ses salariés et de leur bien-être, parce que la conséquence de salariés qui se sentent bien dans leurs chaussures, c'est qu'ils sont performants, c'est qu'ils sont fidèles, c'est qu'ils sont créatifs. Mais c'était déjà il y a plus de 15 ans, le fondateur du groupe Virgin, Sir Richard Branson, disait: si vous voulez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. C'est plein de bon sens. C'est que du bon sens. Et pour autant, en France, on l'a oublié pendant des années. Ouais, parce que j'allais dire, c'est vrai que c'est rare de voir ce genre de comportement, du moins cette attention du manager en France au fait de pas que l'employé ait un burn-out. On sent que c'est un peu un truc à faire, tu vois, éventuellement, mais c'est pas la priorité. Ouais, mais c'est ça qui est dingue. C'est de se dire que j'ai l'impression qu'on découvre ça en France, alors que dans plein de pays, ça fait très, 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 très longtemps. Il y a même certains pays, je pense à la Suède, où c'est culturel. En Suède, essaye de passer un coup de fil à un interlocuteur dans une entreprise passé 16h30 en Suède. Il n'y a plus personne. Il y a littéralement plus personne. Mais même aux États-Unis, passé 17h, la majeure partie des salariés sont déjà barrés. En Allemagne, pareil. Alors moi, je veux bien que la Suède, l'Allemagne et les États-Unis soient des économies toutes pourries.
Mais je crois pas. Donc c'est bien qu'il y a un vrai problème en France de rapport au temps. De se dire, je vais prouver que je suis quelqu'un d'impliqué parce que je vais rester jusqu'à 20 heures. Je sais pas d'où on a sorti ça. Enfin si, je le sais, mais ce paradigme, il faut le changer. C'est urgent. Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne qui veut justement évoluer dans ce milieu-là, voilà, en France, sans voilà, veut se préserver? Est-ce que ça passe par quand les conditions sont juste pas bonnes, en fait, de pas hésiter à changer d'entreprise, de poste, et du coup de changer aussi cette approche, parce qu'en France peut-être qu'on change aussi moins de job que dans d'autres. En parler avec son manager, c'est toujours ce que j'ai fait dans ma carrière, c'est quand quelque chose ne me convenait pas, c'est d'aller très poliment parler à mon manager en disant, moi, répondre à des mails le samedi à 22 heures, franchement, je ne le fais pas parce que je suis avec mes enfants ou je suis avec mon compagnon ou ma compagne, et d'en parler très sereinement. Je crois qu'il faut pas avoir peur aujourd'hui, et la libération de la parole en entreprise, c'est aussi une très grande tendance, c'est de se dire, mais mon manager est un être humain comme moi, et donc, je peux lui en parler. Si quelque chose ne convient pas, de faire comme dans notre vie personnelle. Paco, toi, si t'as un pote dans ta vie perso qui fait quelque chose qui te plaît pas, tu vas pas le laisser passer. Tu vas dire, écoute, non, t'es relou, quoi. Ça me saoule que t'arrives 1 heure en retard, ou ça me saoule que tu m'aies parlé comme ça, et vous en parlez calmement. Manager son manager, c'est ça aussi, c'est parler calmement avec son manager en disant, voilà, moi, je suis hyper impliqué, je suis hyper motivé, j'adore ma boîte, j'adore mon boulot, mais j'aimerais bien qu'on change ça et ça me rendra encore plus performant. Mis à part d'être sur un manager psychopathe, ce qui peut arriver, hein, c'est rare quand même. Le manager écoutera. Et c'est ça qu'on appelle, j'imagine, se manager soi-même. Tu sais, un peu, je crois que j'avais lu Peter Drucker en parler. C'est le fait d'être justement à l'initiative. Et peut-être cette petite phrase là de je serai plus performant, c'est peut-être quelque chose aussi qui est peut-être pas dans la bouche des gens forcément, qui ont l'impression qu'ils vont embêter le manager en lui demandant, en lui donnant une contrainte plutôt que lui servir quelque chose de positif à ses yeux, qui est la productivité, le résultat, etc. En fait, un manager, tout ce qu'il attend, c'est que son équipe soit performante. Donc, moi, je me rappelle, j'ai passé donc plus de 20 ans en tant que manager ou dirigeant. C'est absolument extraordinaire quand un membre de l'équipe vient te voir en disant, voilà, j'ai une suggestion pour que je sois encore plus performant, j'ai une suggestion pour que je me sente encore mieux, et derrière, je travaillerai mieux. Il faudrait être idiot pour pas écouter ça. Mais c'est aussi le boulot du manager de dire à son équipe, les amis, si vous avez quelque chose à me dire, quelque chose à faire évoluer, ma porte est ouverte, je vous écouterai, parce que c'est mon métier de manager de faire en sorte que vous vous sentiez bien. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Idéalement, c'est bien du manager qui va libérer la parole, puisque c'est vrai que c'est pas facile d'aller voir son manager pour lui dire, j'aime pas. Si par contre mon manager en amont m'a dit, tu peux me dire ce que tu veux, c'est déjà beaucoup plus facile. Ouais, complètement. Il faut qu'il y ait le sentiment d'avoir cette parole libérée des deux côtés. Complètement. Quand on est dans des conflits, est-ce que les conflits se résolvent et ça planise au point où on peut avoir des relations après qui sont apaisées, ou est-ce que ça passe quand même plutôt par un changement de cas ensuite avec un élément qui part? Tu parles de conflits entre des collègues, entre des managers, ou tous les conflits? Tous en général, mais je pensais là plus particulièrement justement entre un manager et un employé. De toute façon, je pense qu'un conflit, le pire, c'est de pas le traiter. C'est un conflit, ça se résout jamais tout seul. C'est la pensée magique. Par contre, on n'est plus à l'école primaire. Tu vois, j'ai déjà eu des conflits avec soit des managers, soit des collaborateurs ou collaboratrices. S'il y a quelqu'un qui boude après, on va retourner à l'école maternelle. Par contre, bien gérer un conflit, c'est le faire calmement, posément, et pas se dire faut qu'il y en ait un des deux qui gagne. Faut que ça soit les deux qui gagnent, in fine. Je veux pas faire des rappels historiques, mais les Français, on est bien placés. Si on regarde un peu dans notre histoire, la guerre de 14-18, le traité de Versailles, on sait que d'une certaine manière, ça nous a amené à la Deuxième Guerre mondiale. Je grossis un peu le trait volontairement. Mais après la Première Guerre mondiale, on voulait humilier l'ennemi. Ça nourrit la haine, ça nourrit la rancœur, ça nourrit tout ça. Et c'est humain. Pas parce que c'était les Français et les Allemands, c'est juste humain. Donc dans un conflit, que ce soit avec son manager, son collègue, peu importe, mais même dans nos vies perso, on le voit. J'imagine que tu as déjà eu des conflits avec ta compagne ou ton compagnon. Le meilleur moyen pour que ça se passe bien, c'est qu'à un moment on dise désolé. Et que les deux parties disent désolé, mais en trouvant une solution.
et d'avancer. Donc non, mais en plus, je vais te dire, moi, quand j'étais manager, c'est un truc que j'adorais gérer, les conflits. Mais vraiment. Ah, mais je trouve que humainement, il y a rien de plus valorisant que de gérer un conflit, de bien le gérer et de voir que quand toi t'es médiateur, de voir que les personnes qui sont en conflit, bah, ça se passe bien au final. Alors, est-ce que ça se passe bien du jour au lendemain? Non, parce qu'on reste des êtres humains et que au fond de nous, il y a un petit côté cours d'école qui reste quand même. Mais malgré tout, c'est très très agréable. Je trouve que c'est incroyablement valorisant pour un manager de faire en sorte que quand il y a un conflit, on arrive à le gérer et on arrive à faire grandir les gens. Ouais, non, c'est top. Et c'est vrai que on en revient aussi à ce que tu disais avant sur la parole qui est libérée. Il y a aussi quelque chose de libérateur en soi aussi de pouvoir exprimer ouvertement. Et ce qui n'est pas d'ailleurs le cas. Beaucoup de gens la retiennent naturellement cette parole. Pouvoir exprimer naturellement l'objet de son mal-être. En général, c'est son bien-être, on le dit, mais et c'est vrai que ça peut débloquer des choses sans qu'on sache forcément, parce qu'on peut pas imaginer la réaction de quelqu'un de l'expression de son mal-être. Elle peut être, enfin, on se fait toujours des nœuds dans le cerveau. Tu sais, on se dit, mais non, il va le prendre mal ou il va le prendre comme ci, comme ça, alors qu'on sait pas en réalité. Et on accepte le pas meilleur le fait moyen, de pas c'est savoir. de demander, c'est clair. Il faut jamais Ouais. jamais se mettre à la place du cerveau de la personne qu'on a en face. Ouais. Encore plus dans la gestion d'un conflit, parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même expérience, on n'a pas la même sensibilité. Et c'est ça qui est magique dans les relations humaines. On n'est pas des robots, on n'est pas des intelligences artificielles, ni des algorithmes. Et donc, c'est cette partie humaine, je trouve, qui rend la vie en entreprise absolument passionnante. Dans un court instant, on verra comment garder la motivation au travail, éliminer la boule au ventre du dimanche soir et que faire avec le temps gagné avec l'IA. À tout de suite. Il y a des expressions ou des approches que particulièrement que tu trouves pertinentes pour les gens qui auraient du mal peut-être à justement à sortir des choses qui sont peut-être, elles pensent trop personnelles pour être données à un manager ou autre. Quand je veux dire trop personnel, je veux dire peut-être trop brutal ou trop direct, qui ont l'impression qu'ils doivent juste, tu sais, faire le dos rond et laisser passer. Donc ces gens-là, en fait, il y a des expressions peut-être ou des approches quand on va voir son manager. Et je pense que la première chose, c'est qu'il faut vraiment réaliser que ton manager, c'est une personne comme toi. Et c'est vrai que depuis qu'on est tout petit, que ce soit nos maîtres ou nos maîtresses à l'école, c'est pas qu'on les idéalise. Moi, je fais partie de cette génération où ils nous faisaient flipper, nos maîtres et nos maîtresses. Alors, visiblement, l'éducation nationale, ils pâtissent du fait que c'est moins le cas aujourd'hui. Mais malgré tout, il reste cette distance au pouvoir qui fait que on a un peu les miquettes quand on va voir quelqu'un qui détient l'autorité. Pour autant, ce sont des vrais gens. Ce sont des gens comme nous. Voilà, c'est pas Dieu qu'on a en face de nous, si tant est qu'il existe. Mais voilà, c'est juste relativiser et se dire, je vais voir mon manager non pas pour lui dire qu'il est mauvais, qu'elle est mauvaise. Je vais le voir ou la voir pour lui dire, je pourrais être encore plus efficace si on change tel point. Donc c'est dans son intérêt à lui ou à elle. C'est pas, si on va voir son manager en disant, sérieux, t'es nul, j'en ai marre. Moi, ça m'est arrivé en tant que manager d'avoir des collaborateurs ou collaboratrices qui venaient me voir de façon agressive pour m'engueuler sur tel ou tel point. Je dis pas que je m'en fous, bien sûr que j'écoute, parce que je suis quelqu'un d'empathique et je déverrouillais ça. Mais par contre, aller voir son manager avec certes un problème, mais avec 2 ou 3 propositions de solutions, n'importe quel manager va se dire, c'est chouette. Ah ouais, t'as raison, ce comportement, il faudrait que j'arrête de l'avoir et je comprends en quoi ça va te rendre plus efficace. Donc voilà, il faut jamais arriver juste avec un constat, juste avec un problème, mais toujours en se posant la question. Mais l'empathie, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre pour essayer d'imaginer comment la personne va recevoir ce message. Quand on doit dire quelque chose de désagréable à quelqu'un, il y a une grande différence. Si je prends notre exemple, là on est en train de se parler, on est en visio, il y a une grande différence entre te dire Paco, franchement, ton sweatshirt, je le trouve dégueulasse, et te dire, moi, c'est pas mon goût, et peut-être que dans l'ambiance de la boîte, c'est pas adapté, peut-être que tu t'intégrerais mieux si tu avais une chemise plutôt qu'un polo. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une différence entre l'agression intuitu personae et le côté de dire, tu as un intérêt personnel, 1, à m'écouter, et 2, peut-être à discuter de ça. Ouais, c'est super. C'est vrai que ça me fait penser, c'est vraiment dépersonnaliser en fait les choses le maximum, parce que c'est pareil en fait.
on est nous des êtres humains qui avons des fois, on dit des trucs bien, des fois on dit des conneries. En fait, ce qui est à juger, c'est peut-être la connerie qui est sortie de notre bouche, mais qui est elle-même une individu, tu vois, différent de notre propre être, mais qu'on jamais on fait parce qu'on dit c'est toi qui a dit une connerie. Enfin, je trouve que ouais, c'est toujours un super conseil de dépersonnaliser, de prendre de la hauteur sur qu'est-ce qui est réellement est l'objet, peut-être potentiellement du conflit ou et ça aide à adoucir, ouais, comme tu dis. Mais c'est vraiment important de toujours garder cette distance et de réaliser qu'in fine, on est toutes et tous dans la même barque. Donc, tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Le manager a pas intérêt à ce que son équipe ait le moral dans les chaussettes, ou soit démotivé, ou soit fatigué. Bien au contraire. Un manager a tout intérêt à ce que son équipe se sente super bien et tous les matins se dise oh, c'est chouette, je vais aller travailler avec cette personne. Tu sais, moi il y a un chiffre qui m'effraie et à la fois qui est simple à corriger. Une des premières sources de démotivation des salariés en France, c'est le fait que leur manager ne leur dise pas bonjour le matin. Ah mais on part de là. Et ça fait rire quand je fais des conférences devant des managers, ça les fait rire, mais je sens qu'il y en a plein qui rient jaune. Parce qu'ils sont en train de se dire ah ouais c'est vrai putain moi mon propre manager me dit pas bonjour. Et c'est des trucs que nos parents nous apprenaient quand on était tout petit. Hein. Dis bonjour au monsieur, dis bonjour à la dame, qui sont des trucs de base. Et ben pourtant en entreprise parfois on oublie. Et truc encore mieux, hein, c'est de dire bonjour avec le prénom, ça va. Et truc de dingue, d'attendre la réponse. Mais ouais, et en fait le bien-être au travail il tient à des petites choses. Et ne serait-ce que, mais il y a certaines entreprises où c'est une obligation culturelle, je pense au groupe Unilever, où un manager, quand il arrive le matin, il doit dire bonjour à toutes les personnes de son équipe qui sont présentes, s'arrêter, demander comment ça va et attendre la réponse. Il ne va pas s'asseoir, ou elle ne va pas s'asseoir, tant qu'il n'a pas fait le tour des collaborateurs et collaboratrices présentes au moment où il ou elle arrive. C'est pas très compliqué. Ça coûte rien. Littéralement rien. Hein. Et ça a un impact de dingue. Donc, en fait, moi, je prône le bon sens avant toute chose. Et je résume le management bienveillant que j'avais conceptualisé en une phrase, ne jamais faire à quelqu'un de son équipe quelque chose qu'on n'aimerait pas que notre propre manager nous fasse. Si on a ça en permanence en tête, tout le temps, globalement, ça va bien se passer. Je voulais t'emmener sur le terrain de la motivation aussi au travail, parce que j'ai un peu le sentiment que avec les réseaux sociaux et puis tout ça, on prône aussi une image de et puis on en parlait, il y a un déséquilibre aujourd'hui, enfin rééquilibrage plutôt, qui fait que ça revalorise l'employé qui se dit moi je dois aller n'importe où, donc j'ai cette position, je suis en position de force. Et dans ce contexte, en fait, on a tendance peut-être à vouloir toujours que dans son boulot, on soit bien, on soit motivé, tout aille bien, et que si ça aille pas, si ça va pas, c'est que forcément je suis pas dans le bon job, il faut que ça change. Je voulais avoir ton point de vue par rapport à ça, la motivation au travail, et est-ce que c'est ok par exemple d'être démotivé parfois, ou est-ce qu'il faut toujours chercher à être motivé, et si on l'est plus, c'est que c'est un signe que ça va pas. Enfin, comment tu vois c'est plus qu'ok d'être démotivé, c'est normal. Ouais. On peut pas être motivé 365 jours sur 365. Là où ça commence à devenir problématique, si c'est pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, tous les matins, on se lève avec des pieds de plomb et on n'a pas envie d'aller travailler. Oui, là, ça devient problématique. Par contre, si on est démotivé pendant une semaine, ce qui est important, c'est comme je te parlais tout à l'heure du bien-être émotionnel, c'est se reconnecter à ses émotions et d'essayer de comprendre pourquoi on est démotivé. C'est jamais une fatalité. Je peux être démotivé parce que il pleut, il fait froid, j'aime pas me réveiller le matin alors qu'il fait nuit et rentrer chez moi alors qu'il fait encore nuit. Ça peut être ça. Je peux être démotivé parce que je suis pas sur des dossiers qui m'intéressent. Auquel cas peut-être que je peux agir. Je peux peut-être aller voir mon manager en disant est-ce que je pourrais pas avoir un autre dossier en plus qui va me permettre de me réaérer les neurones. À partir du moment où on se dit cet état-là n'est pas définitif, on agit. Le pire dans la démotivation, c'est quand on se dit je suis dans un tunnel et il n'y a pas de bout. Je suis démotivé et il n'y a pas d'issue. À ce moment-là, moi ça m'est arrivé dans ma carrière de faire le constat que j'avais fait le tour du boulot, il n'y avait pas de possibilité d'évoluer dans la boîte, fallait que j'en change. Après en avoir parlé avec mon manager, après en avoir parlé avec les RH, après avoir essayé plein de choses, de faire le constat que la seule solution c'était de changer de boulot. Mais dans 99% des cas, quand on est démotivé, soit c'est passager et il faut qu'on comprenne pourquoi c'est passager, soit ça ne l'est pas et on peut agir justement en parlant avec son manager, en parlant avec ses RH. Je rappelle, mais tout est lié en fait. Au-delà d'attirer ce qu'on appelle les talents,
la priorité pour les entreprises, c'est déjà de fidéliser les gens qui sont dans la boîte. Je peux te dire qu'un salarié qui est là depuis 10 ans et qui va voir son RH ou son manager en disant bah écoute, je suis plus très motivé par mon boulot et il faudrait peut-être que je change de mission. L'intérêt ultime de la boîte, c'est de garder ce salarié et de le mettre peut-être dans un autre boulot dans l'entreprise. Mais la mobilité interne, c'est aussi un levier de motivation. Donc, il faut surtout pas hésiter. Le bien-être, la définition même du bien-être, c'est de finir sa journée dans le même état physique et psychologique que quand on est arrivé le matin au travail. Quand on est démotivé, ça nous plombe le moral. On finit notre journée, on a l'impression qu'il est 18h30, on regarde sa montre, il est 15h. Enfin, voilà, on a tous eu des phases comme ça. C'est absolument insupportable. Ce n'est pas la normalité. Donc c'est pour ça que si il y a des auditeurs ou des auditrices de ton podcast qui se disent « Oh là, qu'est-ce que je suis pas motivé ?» 1, comprendre pourquoi on est démotivé. 2, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut toujours agir. De toute façon, un problème se résout jamais tout seul. Jamais. Ouais, faut se bouger, ça c'est évident, quoi. Tu vois comment aussi l'équilibre vie pro, vie perso, est-ce que c'est quelque chose, c'est une notion pour toi qui a du sens? Qui est absolument fondamental. Parce que c'est justement, le burn-out trouve sa source dans le fait qu'il n'y a pas d'équilibre vie pro, vie perso. Et que du fait du numérique, il y a une porosité de plus en plus grande entre le pro et le perso, bien entendu. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se réserver des passages dans sa vie personnelle qui soient 100% personnels. Je suis absolument effaré de voir certains couples au restaurant le soir dîner en tête-à-tête et de voir l'homme ou la femme saisir son portable ou pour répondre soit à des mails pro, soit dire « Attends chérie, je réponds à mon boss qui m'appelle ». Il faut être à 100% dans ce qu'on fait. Et moi, je crois beaucoup à la déconnexion, d'avoir des phases de déconnexion. Il y a un exercice qui est tout bête à faire. Je t'engage à le faire dès demain, Paco. D'aller te promener dans la rue pendant 1 heure, 2 heures, ou dans un parc, où tu veux, mais tu laisses ton portable chez toi. Eh ben, je te garantis que pour énormément de personnes, c'est une souffrance. C'est une souffrance de se dire « Mais s'il y avait une urgence ?» Le vieux que je suis, qui a commencé sa carrière sans Internet et sans smartphone, se dit « Mais c'est pas possible qu'on en soit arrivé là ». Mais si c'est le cas, si jamais ça t'angoisse véritablement de sortir sans ton smartphone, c'est qu'il y a une problématique de connexion. Vraiment. Il y a un truc, c'est pas naturel. Alors, ça veut pas dire qu'il faut renouveler l'expérience en permanence, mais ça veut dire que la porosité est peut-être trop grande. Et sur ce genre de cas, il faut se réserver des plages où, effectivement, je déconnecte complètement pendant tout le week-end et j'en parle avec mon boss. Je n'aurai pas accès à mes emails pendant tout le week-end. Je vais donner un tout petit truc très simple pour passer des bons week-ends. Le vendredi, 1/2 heure avant de partir, de finir ta journée de travail le vendredi, tu fais la liste de tout ce que tu devras faire le lundi. Tu fais ta to-do list du lundi matin. Lundi matin, quand je vais arriver, je dois préparer tel dossier, je dois préparer telle réunion, je dois faire telle chose, telle chose, telle chose. Histoire d'alléger complètement ta charge mentale pendant tout le week-end, de te dire je suis à jour, et surtout d'éviter le dimanche soir de commencer à penser à ton lundi matin. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se pourrissent leur dimanche soir en disant demain, qu'est-ce que j'ai? Qui vont regarder leur planning et qui vont dire j'ai ma réunion avec Schmoldu. Et merde. Et commencer à penser à sa réunion avec Schmoldu. Tandis que si vendredi, tu as fait ta to-do list, ton vendredi en fin de journée, tu dis je commence lundi avec Schmoldu. Mais tu te le sors de la tête. Et en fait, il faut utiliser des petites techniques comme ça qui sont très simples pour se réserver des périodes où on est vraiment à 100% dans sa vie personnelle. Et quand on dit sa vie perso, c'est avant tout à 100% pour soi. Parce que quand on est au travail, sauf si on est indépendant, on travaille pour les autres aussi. Et avec les autres. C'est vrai que le vendredi soir, c'est un peu la libération, mais c'est le moment où on est encore dans l'activité, dans le flow, on sait quel type de boulot on a à faire. Et c'est vrai que par exemple, cet exemple du meeting avec Schmoldu, il est beaucoup moins craint le vendredi soir quand on est dans le flow des trucs que quand on a laissé passer 2 jours où on n'a pas pensé à ce truc-là et on se trouve complètement... Surtout, cet exercice tout bête de faire la to-do list, ça permet véritablement
de te dire c'est la conclusion de ma semaine et ça reprendra lundi, mais ça reprendra de façon efficace parce que j'ai préparé ça. Je vais pas être surpris en me disant j'ai cette réunion, j'ai ci, j'ai ça. Donc c'est à la fois un moyen de clôturer ta semaine et de préparer un bon week-end. Et la boule du dimanche, enfin, ça aide à la diminuer. Il y a d'autres trucs aussi quand on la sent, c'est un truc naturel, il faut faire avec, tu penses, ou il y a moyen vraiment de complètement l'éliminer? La to-do list pour supprimer, c'est bien, et sinon, c'est d'avoir des rituels. Ça peut être tout bête, hein. C'est si t'aimes cuisiner, c'est de te dire tous les dimanches, je me mets en cuisine à partir de 18h et je me prépare un de mes plats préférés. Ça peut être tous les dimanches soirs d'avoir un rituel avec ta famille si t'es en famille, de choisir débat sur c'est quoi le film qu'on va regarder. Bref, d'avoir des rituels qui vont faire des rituels plaisants, qui vont faire que le dimanche soir, ça va pas être la soirée avant de la reprise, mais juste une bonne soirée. Donc, il y a plein de petites méthodes comme ça, mais déjà, si tu fais une to-do list, si tu as des rituels, si tu t'imposes de pas regarder tes emails pro pendant le week-end, de pas bosser. Je rappelle quand même toujours un truc, c'est Keynes, quand même un économiste qui était quand même pas complètement nul. Dans les années 30, il prévoyait que dans les années 2000, on travaillerait maximum 3 heures par jour. Parce qu'il analysait qu'avec les gains de productivité, c'était totalement logique. Et c'est marrant parce que je commence à revoir enfin des gens dire, mais c'est vrai que par exemple, pour un grand nombre de métiers, l'arrivée de l'intelligence artificielle va permettre de faire de tels gains de productivité que la semaine des 4 jours n'est pas une aberration économique. Et je parle de la semaine de 4 jours à 32 heures, pas à 35. Mais c'est une théorie économique des gains de productivité qui existe quand même depuis quasiment que l'économie existe. Donc plus ça va aller, plus on va avoir du temps pour nous. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce temps pour nous? Et la réponse vue de certains managers, ça peut être on va faire encore plus de projets. Mais ça, c'est s'ils veulent que tout le monde soit en burn-out et que, in fine, il y a plus personne dans la boîte. Oui, ils peuvent avoir ce raisonnement. Mais quand je vois des boîtes comme Welcome to the Jungle qui sont passées à la semaine de 4 jours en 2018, il y a même de la Clergerie, Laurent de la Clergerie, qui a une boîte de distribution informatique, donc dans le dur. Il est à la semaine de 4 jours aussi. Donc, et c'est rentable. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être à la semaine de 4 jours et de faire faillite. On peut soit avoir un raisonnement économique digne du 19e et du 20e siècle, soit se projeter un peu dans le 21e et se dire, mais la seule vraie richesse de l'entreprise, c'est son capital humain. C'est, il y a pas d'autre chose. C'est quand je voyais, on arrive parfois à des aberrations. C'est, je crois que c'est à Los Angeles, ils commencent à sortir les premiers restaurants entièrement gérés par l'intelligence artificielle et les robots. Ok, intellectuellement, c'est hyper intéressant. Bon, ils font que des burgers. Mais on le sait bien, c'est dans un restaurant. Un des kiffs du restaurant, c'est quand le serveur ou la serveuse est sympa, c'est quand il y a un contact humain, c'est toutes ces choses-là. Alors qu'ensuite, la cuisine soit assistée par ordinateur, pourquoi pas? Mais voilà, par contre, c'est clair qu'en productivité, l'IA va dégager du temps. Il faut que chaque entreprise se pose la question, est-ce que fondamentalement, faire 10, 20, 30, 40% de production en plus, est-ce que c'est si fondamental que ça? Ça devrait pousser aussi les gens à se poursuivre peut-être d'autres projets à côté, parce qu'avec ce temps-là, justement, on peut commencer à monter un side business ou tout simplement quelque chose qu'on aime faire. Prendre soi et glander, Paco. C'est ChatGPT est arrivé il y a 1 an. Il se trouve que moi, je l'utilise beaucoup. Et grâce à ChatGPT, c'est que là, en théorie, je suis en week-end. Je ne travaille pas le vendredi. Je suis passé à la semaine des 4 jours et pourtant, je produis plus de contenu qu'il y a 1 an. Et c'est pas ChatGPT qui va gérer ce contenu, le générer. Par contre, ChatGPT me fait gagner du temps sur des tâches hyper rébarbatives où j'avais pas d'input créatif particulier. Et ça m'a fait gagner un temps de fou, mais de fou. Et par contre, cette 4e journée, mis à part quand il y a des podcasteurs qui me sollicitent, je l'utilise pour me détendre, me divertir, me balader, voilà, faire des choses sympas. Ouais, tu as raison, faut pas l'oublier ça, parce que sinon ça va tout, ça devient vain tout ça finalement. Si c'est juste oui, et puis surtout,
ne faisons pas la même erreur que la génération de mes parents. Tu es beaucoup plus jeune que moi. Donc les parents qui ont connu les 30 Glorieuses, où malheureusement, beaucoup d'hommes actifs de cette génération, quand ils sont arrivés à la retraite, déprimés, puisqu'ils savaient pas quoi faire. Ils avaient plein de temps pour eux, ils disaient, mais qu'est-ce que je vais en faire? Et il y a eu beaucoup d'hommes dépressifs au moment de la retraite. Et donc, préparer ce temps-là, c'est aussi se dire, mais mon temps libre, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'apprends une nouvelle langue? Est-ce que je vais essayer de me découvrir une nouvelle passion? Et c'est pas pour anticiper la retraite, parce que ça serait hyper glauque de se dire je prépare ma retraite en travaillant sur mes loisirs. Mais malgré tout, je pense plus notre vie personnelle, ça c'est une certitude que j'ai, plus notre vie personnelle est riche, plus on est de bons professionnels, parce que ça maintient le cerveau en alerte, ça rajeunit notre cerveau, ça... Plus on est bien dans nos baskets, mais on le sent bien tous intuitivement, c'est quand notre vie perso va bien, on a plus la patate pour aller travailler, puis on a des idées qui viennent, on est serein, ça va mieux avec nos collègues, ça va mieux avec notre direction. Enfin bref, c'est un cercle vertueux tout ça. C'est pour ça qu'il faut pas parler de bien-être au travail et de bien-être en général, je crois qu'il faut parler de bien-être de façon globale. Je vais pas faire le vieux con, mais moi ça fait des années que je fais du sport tous les matins, que je fais de la méditation, que je prends soin de moi, j'essaie d'avoir des passions. C'est tout cet équilibre-là, il est quand même très très agréable. Mais c'est un boulot à part entière. Enfin, je veux dire, faut y penser, faut y travailler, faut le planifier. Ouais, c'est pas un boulot, faut juste être conscient qu'on a un impact sur notre bien-être. Et parfois, on peut avoir tendance, tu sais, c'est comme quand des personnes divorcent. Quand tu demandes à l'un des deux pourquoi t'as divorcé, c'est toujours la faute de l'autre. Toujours. À faire un peu, se regarder dans le miroir en disant mais peut-être que si je vais pas bien au boulot, peut-être que c'est de la faute de mon manager, peut-être que c'est la faute de l'entreprise. Ok, il peut y avoir ces facteurs-là, mais peut-être que j'ai une part de responsabilité. Donc, est-ce que je peux changer toute l'entreprise? Non. Est-ce que déjà je peux agir sur les leviers que je maîtrise? Ça vaut le coup de se poser la question. C'est pas pour dire c'est jamais la faute de l'autre, c'est juste dire que c'est jamais tout noir ou tout blanc. Que on a toujours. Et l'exemple du divorce est un très bon exemple. Les deux parts ont une part de responsabilité, bien sûr. Bon sang. T'as un peu suscité ma curiosité quand tu parlais de gains de productivité avec ChatGPT. Est-ce que les gains que toi, Gaël, créateur de contenu, conférencier, auteur, obtient, est-ce que une personne lambda peut obtenir aussi concrètement? Comment tu gagnes du temps avec Alors, avec ça? il y a des études là-dessus, je crois que c'est 80% des métiers qui vont être impactés par l'intelligence artificielle. Tu vois, par exemple, là, on fait une interview. J'imagine que tu vas la diffuser et que tu vas écrire un descriptif. Alors, moi, ce que je fais maintenant quand je fais une interview pour le descriptif, je fais un speech to text, donc toute l'interview est en texte par l'intelligence artificielle. Et derrière, je demande à ChatGPT, écris-moi le résumé de cette interview avant que de le poster sur LinkedIn. Avant, ça pouvait me prendre une demi-heure ce travail. Maintenant, montre en main, ça me prend 4 minutes. 4 minutes. Et bien sûr, je relis le descriptif derrière, bien sûr, je modifie des phrases, parce que c'est froid, l'intelligence artificielle. Et ça, les comptables vont être impactés, les créatifs bientôt vont être impactés, tout ce qui est marketing, communication, ça va être impacté, la finance, j'en parle même pas, va être impacté, mais monstrueusement. Et en fait, l'intelligence artificielle va pas remplacer l'humain, ça va réduire le temps passé sur des tâches où l'humain et le cerveau humain n'a pas d'input particulier. Avant que deux intelligences artificielles aient une discussion telle qu'on l'a aujourd'hui, je pense même pas que ça soit possible un jour, dans le sens où c'est empreint d'expérience, de plein de choses, et ça reste froid, une intelligence artificielle, en tout cas pour le moment. Donc, faut pas voir ça comme un ennemi, mais comme une aide incroyable. Moi, je te dis, je remercie ChatGPT, c'est grâce à ChatGPT que j'ai une semaine de 4 jours. Au-delà de tes descriptifs pour l'activité podcast, il y a d'autres exemples que tu utilises beaucoup à ChatGPT? Alors, j'utilise beaucoup pour les podcasts. Parfois, j'utilise Bard, donc qui est l'intelligence artificielle de Google, pour me donner des idées de sujets. Où je dis à Bard, va checker tous les épisodes. J'ai fait plus de 1200 épisodes maintenant de mon podcast. Pour savoir ce dont j'ai pas parlé, c'est compliqué quand même. Et donc, je dis à Bard, va checker tous mes épisodes
et dis-moi ce dont je pourrais parler. Quels sont les sujets que j'ai pas encore abordés, ou donne-moi de nouveaux angles. Ça m'aide aussi dans la créativité, parce que ça a une capacité d'analyse et c'est passionnant. C'est absolument passionnant. Pour les articles, parfois, c'est pour l'optimisation SEO. Enfin, il y a plein d'utilisations possibles. Tu parles d'articles, tu as une grosse présence historique sur LinkedIn. Tu dois même être top voice, j'imagine, pour LinkedIn. J'ai été 6 fois, ouais. Parce que tu as donc cette expérience et ce point de vue un peu exclusif par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui c'est devenu important d'avoir une présence, d'avoir une image et de contrôler son image sur LinkedIn? Ça dépend du métier. Faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a aucun recrutement qui se fait sans qu'on aille checker le profil LinkedIn du candidat. Donc, je pense que c'est plus important. Moi, je me rappelle très bien, c'est une fois je recrutais un directeur ou une directrice de la communication. Qui dit communication dit aussi digital. Je me rappellerai toujours d'un candidat. Je suis allé voir ses différents réseaux sociaux et de voir qu'il avait 3 followers sur chacun, je me dis, c'est chelou quand même. Pour ce genre de métier, c'est fondamental. Pour un comptable, c'est probablement moins important, mais pour autant, avoir un bon profil LinkedIn quand on est comptable, d'aller liker parfois, commenter parfois des articles dans son domaine de compétences, par exemple un directeur comptable ou une directrice comptable, si j'en recrute un, ça m'intéresse de voir qu'il s'intéresse à des articles sur le management et qu'il commente. Peut-être sur les nouvelles techniques qu'il y a de comptabilité, de liker. Cette image-là, cette présence-là est très importante quand on cherche un boulot, parce que tous les recruteurs vont regarder. Il n'y a pas un seul recrutement qui se fasse sans qu'on aille checker. On Google tout le temps. On Google les gens tout le temps. Donc pensez aussi à faire le ménage sur ses réseaux sociaux, des photos de grosses fêtes qu'on fait avec ses potes et compagnie. Non mais il y a des détails comme ça, la confidentialité c'est pas mal. Bon. Ouais. Non mais c'est vrai, mais je sens, et surtout en particulier comme LinkedIn, c'est vraiment un réseau professionnel, que je sens encore que c'est assez sous-estimé par les gens, que les gens regardent et voient que ça a un poids effectivement quand tu te fais une idée, dois te faire une idée rapidement sur un candidat. Tout recruteur check LinkedIn. Je connais pas un seul recrutement qui se fasse sans qu'on ait checké un profil LinkedIn, et c'est vrai que il y a certains profils, on se dit, mais les amis, ça tient pas à grand chose. On met pas une photo de son mariage en photo de profil LinkedIn, par exemple. On met pas une photo, sauf si on est vétérinaire, de soi avec son chien, son chat ou son cheval. Ça a remplacé le CV, littéralement. Littéralement. Ok, non, c'est cool. Je crois qu'on a pas mal de devoirs à faire, du coup, en écoutant la conversation. Là, je me dis, il y a pas mal de trucs à faire. C'est cool. Écoute, est-ce qu'il y a des ressources que j'aime bien demander aussi? C'est des ressources. Tu as parlé de Bard, là, d'ailleurs, j'ai noté parce que je vais m'en servir aussi. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais conseiller aux auditeurs pour, alors, de manière générale, améliorer leurs conditions de travail, reprendre en main leurs conditions de travail? S'abonner à Happy Work, bien entendu. C'est bien évidemment. Non, mais il n'y a pas de ressources particulières. Je pense qu'il faut le point de départ. Je pense que si je devais donner une conclusion à tout ça, c'est le point de départ, c'est prendre conscience qu'on a une énorme part de responsabilité dans notre propre bien-être. À partir du moment où on sent qu'il y a un déséquilibre quelque part, toi par exemple, je me suis mis il n'y a pas si longtemps que ça à la méditation parce que je sentais que il y avait un stress qui n'était pas normal. Parce que dans mon boulot, tout va bien, parce que globalement, j'ai ma vie perso, tout va bien. Et pourtant, il y avait un truc. Et à partir du moment où on sent un déséquilibre quelque part, il faut se poser la question à quel moment je peux agir. Parfois, il y a des trucs où on aura un impact minime. Mais déjà, le fait de savoir qu'on peut agir, je trouve que ça enlève une partie du poids. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans ta carrière, mais quand on en a marre de son boulot, on sent que ça se passe pas bien, qu'avec son manager, ne serait-ce que de commencer à se mettre en démarche de chercher un boulot, on va déjà mieux. Alors qu'on est encore dans le boulot qui nous pèse. L'action, c'est ça qui va libérer beaucoup d'énergie positive, en fait. Et donc, je crois qu'à partir du moment où déjà on se dit on peut avoir un impact, ça c'est le point de départ. Ensuite, les ressources, c'est un peu à chacun d'aller fouiller en fonction de ses problématiques. Moi, forcément, je vais prêcher pour ma chapelle, mais ça serait un peu putassier quand même de faire ça. Non, mais tu as complètement raison aussi, parce que c'est une newsletter
aussi tu es mec qui parle à la fois d'activité et de sujets de fond, donc ça c'est vachement intéressant, je trouve, d'avoir ça. Je fais un joli métier en fait, Paco. Mais vraiment. Mais non, mais je fais un joli métier parce qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans que je reçoive un message, que ce soit sur LinkedIn ou sur mon blog, où les gens me remercient parce que ça les a aidés à changer de boulot, ou parce que ça les aide à aller mieux avec leur manager, ou parce que ça les a aidés pour traiter leur burn-out. Enfin bref, tout ça, c'est un métier absolument magique et je le fais depuis aussi longtemps et j'ai pas prévu de changer de travail bientôt. C'est magique parce qu'avoir de l'impact sur les gens, sur une question comme le bien-être, depuis le temps, je m'aperçois que c'est pas du pipeau en fait. C'est les gens peuvent vraiment avoir un impact sur leur bien-être. Donc si jamais il y a des auditeurs ou des auditrices qui se disent ah je vais pas bien mais c'est bien gentil ce qu'ils racontent, je le signe des deux mains et je mets mes deux mains à couper. Et à partir du moment où on décide d'agir, ça a un impact. Et c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup Gaël. Pour te retrouver, c'est LinkedIn j'imagine pour te rejoindre. Oui, LinkedIn ou mon site web. Enfin, si tu tapes mon nom sur Google, globalement, je suis plutôt bien référencé. Ça marche. Merci encore Gaël. Merci Paco de m'avoir accueilli. À très bientôt. Ciao. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!